Je suis un médecin qui est rentré tardivement dans la vie politique et j'ai vécu celle-ci de l'intérieur par conséquent. Et j'ai pu observer attentivement les mécanismes de décision. Et j'ai rapidement été préoccupé par le fait que bien souvent des décisions politiques ne sont pas fondées sur des réalités scientifiques et technologiques et conduisent à des échecs. Et c'est très inquiétant dans un monde comme le nôtre qui va très vite. Prenons le climat, si on se trompe sur la manière de produire de l'énergie, ou bien si on se trompe sur la manière de faire évoluer l'agriculture, c'est-à-dire si on tourne le dos aux connaissances scientifiques en matière de production d'énergie, en particulier décarbonée, ou si on tourne le dos en matière d'amélioration de la production agricole, l'humanité va rencontrer de grands problèmes. Et puis, je suis sorti de la vie politique et un jour, j'ai été approché par un ami qui avait été un grand ingénieur au CEA et qui m'a appelé. C'était juste après la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim en 2020, en me disant, écoutez, on s'est croisé dans des colloques sur science et décision publique, il faudrait que vous nous aidiez à expliquer aux élus ce qui va se passer quand on aura fermé les 12 réacteurs qui doivent encore être fermés. Effectivement, si on avait continué dans cette voie qui était complètement folle, aujourd'hui, nous serions en blackout, c'est-à-dire plus d'électricité. Et donc, à partir de là, je me suis plongé dans le sujet. Nous avons construit rapidement avec quelques-uns une association, donc Patrimoine nucléaire et climat, pour sauvegarder, défendre le patrimoine scientifique, industriel, humain, nucléaire français, avec un comité de soutien qui comporte 2 prix Nobel, qui compte des personnalités politiques de droite et de gauche. Et puis, sur la base d'un bénévolat, nous avons lancé notre action avec des experts qui sont parmi les plus pointus dans ce domaine, et puis quelques-uns comme moi qui connaissent les circuits de décision. PNC a maintenant plus de 3 ans et nous avons, avec tous ceux qui font vivre PNC, quelques principes. Le principe, c'est de se fonder sur la science de manière à conduire les décideurs à arrêter leurs décisions sur des fondements scientifiques et technologiques et non pas sur des préjugés idéologiques. Et je dois dire que la situation évolue dans le bon sens. Autant nous avons observé pendant une vingtaine d'années en France en particulier, mais en Europe aussi, une sorte d'hiver nucléaire où on prenait ses distances avec l'énergie nucléaire. La France n'a pas construit de nouveaux réacteurs pendant longtemps, mais depuis 2022, depuis février 2022, alors que les gouvernements étaient sur la pente de la sortie du nucléaire, de l'abandon du nucléaire, eh bien les choses ont changé. Et le président de la République a annoncé en février 2022 qu'il fallait au contraire prolonger la durée d'exploitation en toute sûreté, bien sûr, des réacteurs existants et construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc la prise de conscience, au moins en France, mais aussi dans d'autres pays, nous en parlerons, cette prise de conscience que le nucléaire est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique tout en disposant d'une énergie fiable et à un prix abordable, cette prise de conscience, je crois qu'elle est là et c'est une bonne chose. Alors c'est vrai que le regard porté sur le nucléaire, les intentions et quelques décisions déjà des pouvoirs publics sont favorables à la relance de la filière nucléaire. Mais c'est un peu comme si nous étions au début d'une route. Il y a le panneau, il indique la bonne direction, mais maintenant il y a la route à faire. Et la route à faire, ça passe par la relance de la filière industrielle, laquelle est évidemment fondée d'abord sur des compétences humaines, sur une volonté politique qui tienne dans le temps, une volonté audacieuse qui vise haut, avec pour objectif que la France retrouve une électricité abondante, fiable, décarbonée, à un prix abordable, qui est le premier facteur de compétitivité d'une économie. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et PNC intervient sur ces différents sujets, qu'il s'agisse de la pédagogie, qu'il s'agisse des interventions auprès des pouvoirs publics ou des élus, pour échanger avec eux sur l'importance des enjeux de telle ou telle décision.
au niveau national, bien sûr, mais aussi au niveau européen, parce que l'ouverture du marché de l'électricité a fait que cette reprise est intimement liée à la politique énergétique qu'encourage l'Europe. Et jusque-là, ça n'est pas très satisfaisant. Par bonheur, la France a réussi à rassembler des pays favorables, des États membres favorables au nucléaire, 14, c'est une réussite qu'il faut saluer au crédit de la ministre de la Transition énergétique, Madame Pannier-Runacher. Mais ça ne veut pas dire que les décisions sont bonnes. Encore très récemment, les décisions européennes excluent la fission nucléaire des mécanismes de financement portés par l'Europe, qui sont indispensables compte tenu de la lourdeur des investissements. Le PNC est préoccupé par une certaine forme de baisse d'importance accordée aux sciences dans l'éducation scolaire, dans la formation de notre jeunesse. Ça, c'est une préoccupation. Ce n'est pas, bien entendu, irrécupérable. C'est la raison pour laquelle nous travaillons cette question. Nous essayons d'approcher le corps enseignant, de créer des documents qui permettent de revenir à ce que la France a longtemps porté, c'est-à-dire une excellence dans ce domaine. Rien n'est jamais perdu avec l'homme, même si la situation est grave, il faut toujours tout faire pour l'améliorer. Donc notre communication, certains supports que nous émettons visent à améliorer la qualité de l'enseignement, je veux dire les fondements scientifiques du message qui peut être transmis à la jeunesse. Expliquer à la jeunesse que tout serait résolu avec l'air pur, les petits oiseaux, le vent et le soleil, c'est confondre l'attention que l'on doit porter à l'environnement pour en sauvegarder la biodiversité, la richesse, et la production industrielle qui doit être efficiente et qui, certes, les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire sont des moyens décarbonés de produire de l'électricité avec ces énergies, mais ça ne peut être qu'un appoint, parce que ces deux énergies, l'éolienne et solaire, sont intermittentes. Et par conséquent, un système électrique devant être en permanence équilibré, eh bien, il faut derrière avoir une centrale qui soit pilotable. Alors le plus simple, c'est de construire des centrales à gaz. Donc on revient dans la production de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle nous défendons le nucléaire, et bien entendu l'hydraulique, qui est la meilleure des énergies décarbonées. Mais néanmoins, le nucléaire est incontournable dans les pays industrialisés tels que les pays d'Europe occidentale, et tels que la France, qui l'a déjà démontré d'ailleurs, avec sa réussite en ce domaine. Donc c'est un peu, j'allais dire, la croisade. Oui, c'est notre objectif de faire passer ce message le plus largement possible aux décideurs, mais aussi à la jeunesse. Et puis, au fil de la formation de cette jeunesse, il y a le scolaire, il y a le lycée, puis après, il y a les écoles d'ingénieurs, où, bien entendu, quand la France avait des perspectives de sortie du nucléaire, tout naturellement, les jeunes qui étaient dans les écoles d'ingénieurs allaient vers des filières plus porteuses. Heureusement, la jeunesse est très, très réaliste. On ne lui raconte pas des histoires parce que la tromper, c'est payé très très cher. Ensuite, la jeunesse comprend que le nucléaire a été écarté pour des raisons idéologiques, mais que c'est en réalité une des clés, si ce n'est la clé pour des États comme le nôtre, pour accéder à une énergie décarbonée et surtout une électricité qui soit fiable et bon marché. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, c'est que le défi climatique, il est planétaire. Et que la France est un pays exemplaire dans les émissions de gaz à effet de serre par habitant. Et c'est cela que nous voulons faire passer comme message, parce qu'en France, on utilise encore beaucoup et beaucoup trop d'énergie fossile, mais beaucoup moins qu'ailleurs, pour l'économie en général et pour produire l'électricité en particulier. Et ça, c'est un message que nous défendons et nous expliquons qu'il ne faut pas avoir une vision étroite et unique uniquement sur le nucléaire, mais c'est un moyen qui est absolument indispensable. Donc il y a l'échelle locale, parce que bien entendu, il y a les voisins des installations nucléaires de base qui doivent être
entendus, qui d'ailleurs, pour la plupart, sont favorables à ces installations lorsqu'elles existent déjà. Il y a le niveau national, où là, on décide de la politique énergétique. On l'a vu depuis 2022, le président de la République a changé de cap, et on était sur une pente descendante vis-à-vis du nucléaire, et maintenant, au contraire, on est reparti au développement du nucléaire. C'est une excellente chose. Et puis, il y a le niveau européen, où des pays qui sont idéologiquement et politiquement anti-nucléaires, tels que l'Allemagne, l'Autriche, entre autres, font tout pour empêcher les États membres, et nous sommes 14 dans l'Union européenne favorables au nucléaire, à pouvoir relancer ou lancer une filière nucléaire. Et puis il y a le niveau mondial aussi. Alors le niveau mondial, c'est le défi évidemment principal, parce que les principaux émetteurs sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, bien entendu. Et là, il y a encore des émissions considérables, mais ces États, les trois, travaillent très activement sur le nucléaire, même si c'est pas demain qu'ils réduiront de façon importante leurs émissions. Quand on porte un regard sur les 2 années qui viennent de s'écouler et sur la question énergétique, par conséquent la question du climat, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Il y a eu, à la fin 2021, avec la reprise après Covid, l'explosion du prix du gaz. Et en Europe, comme le prix de l'électricité est lié au prix du gaz, l'explosion du prix de l'électricité. Et puis, en février 2022, il y a eu l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Et là, on s'est aperçu de la dépendance de l'Europe, et en particulier de l'Allemagne, de la dépendance au gaz naturel, au gaz fossile, appelons un chat, de l'Allemagne et de l'Europe. Des substitutions ont été trouvées, mais pas tout à fait complètement, et avec un prix très élevé. C'est l'importation de gaz naturel liquéfié. D'ailleurs, au niveau écologique, ça aggrave encore les émissions. Puis surtout, c'est une dépendance. Aujourd'hui, il est intéressant de souligner que le nucléaire, non seulement est une solution pour avoir de l'électricité décarbonée à un prix accessible, mais c'est surtout une solution de souveraineté. Parce que les énergies fossiles, l'Europe occidentale n'en détient pratiquement plus et n'en aura bientôt plus du tout. Donc c'est une dépendance qui, en plus, est insupportable puisqu'elle émet des gaz à effet de serre. Mais on oublie trop souvent que les panneaux solaires, comme les éoliennes, nécessitent des matériaux que l'on appelle des matériaux critiques, c'est-à-dire dont on ne dispose pas à volonté, qui sont rares et qui seront appelés à une telle consommation qu'il y aura rapidement d'abord des problèmes de prix et ensuite des problèmes de réserve. Donc le nucléaire échappe à cette dépendance. C'est donc le nucléaire le moyen idéal pour accéder à une souveraineté industrielle et énergétique. C'est fondamental dans des périodes géopolitiques aussi inquiétantes que celles que nous vivons actuellement. Je pense en particulier au drame affreux de la guerre au Proche-Orient et à la perspective qu'on ne peut pas écarter d'un embrasement plus large qui ferait flamber le cours du pétrole. Donc cette souveraineté, c'est une priorité, et le nucléaire coche aussi cette case. La France détient toutes les étapes de la filière, que ce soit la filière du combustible, que ce soit la construction des réacteurs, évidemment leur maintenance, le traitement des déchets. Et puis, la France avait acquis, à la fin du dernier siècle, elle avait acquis une avance considérable dans la 4e génération de réacteurs, c'est-à-dire les surgénérateurs, Superphénix, qui a été fermé en 1998. C'est une filière qui, très schématiquement, utilise les déchets des réacteurs des générations précédentes comme combustible. Et la France détient un stock de 330 000 tonnes d'uranium appauvri qui constituerait un stock pour plusieurs millénaires de sources d'énergie, de combustible pour les surgénérateurs. La France doit se tourner vers toutes les étapes, tous les moyens de la filière. Et bien entendu, les petits réacteurs, qu'on appelle les SMR selon son acronyme anglais, comme toutes les nouvelles technologies, je parle des réacteurs avancés également, sont à développer, et la France a pris des initiatives dans ce domaine. Mais il faut bien savoir que le développement de nouvelles technologies en matière nucléaire, c'est très long.
parce qu'il y a des exigences de sûreté, il y a des problèmes techniques vis-à-vis des matériaux, en particulier des métaux, qui sont extrêmement complexes, avec des enjeux considérables. Et les CNR, c'est un projet, et il faut le soutenir, et la France les soutient, et c'est très bien. Et il y a des projets en cours d'avancement en France, mais on ne sait pas avec certitude quand ces réacteurs, qui sont des réacteurs modulaires, c'est-à-dire qu'on peut mettre en série, seront réellement disponibles. Donc la France, pour son système électrique, ce sont des réacteurs à eau pressurisés, des réacteurs de puissance, auxquels est adapté également notre réseau de transport d'électricité à haute tension. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de relancer cette filière, construire de nouveaux réacteurs, les EPR2 en particulier, et dès que la recherche fondamentale aura été suffisamment reprise sur la 4e génération, que ces gros réacteurs de 3e génération à eau pressurisée soient remplacés par des surgénérateurs à la 4e génération. Mais il faut embrasser absolument tout ce qui est nécessaire pour la relance du nucléaire. Les petits réacteurs sont des solutions pour obtenir de la chaleur ou de l'électricité pour remplacer des centrales à charbon ou pour des territoires particuliers, des grosses installations industrielles. Il faut, si j'ose dire, faire feu de tout bois. Alors bien sûr que manipuler des substances radioactives, ça ne se manipule pas comme de la pâte à modeler. Et de tout temps, il y a eu une très très grande attention qui a été portée au danger que comporte la manipulation des substances radioactives. Mais les systèmes de sûreté nucléaire, en particulier le système de sûreté nucléaire français, est le plus exigeant au monde. Et d'ailleurs, il a besoin de se moderniser, de se réformer face à la montagne de nouvelles sollicitations dont il va être l'objet, avec les petits réacteurs qui ne détiennent pas dont les promoteurs ne détiennent pas toute l'ingénierie que détient EDF, qui peut avancer ses dossiers déjà de façon très approfondie quand il les soumet à l'autorité de sûreté, car tout dépend de la décision de l'autorité de sûreté. Il faut que l'autorité de sûreté donne son accord pour que chaque étape puisse être franchie et aller plus loin vers l'aboutissement. La sûreté nucléaire, elle va aussi loin que cela est possible, c'est qu'elle repère tous les incidents qui sont déclarés. De ces incidents sont tirées des conclusions qui améliorent les réacteurs, c'est-à-dire le système de production. On l'a vu en particulier après post-Fukushima. Encore une fois, bien sûr qu'il y a de grandes précautions à prendre quand on manipule les substances radioactives, quand on exploite l'énergie de l'uranium, l'énergie nucléaire, mais c'est tellement bien surveillé, tellement encadré que le résultat est là. L'énergie nucléaire est celle qui, de toutes les sources d'énergie, a fait le moins de morts dans ce monde. Malgré les grands accidents, les 3 accidents que l'on connaît, c'est de très loin la source qui a fait le moins de morts dans le monde. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que dit l'UNSCEAR, c'est-à-dire un service qui dépend de l'ONU et qui étudie les conséquences des accidents nucléaires. Le PNC est attentif à ce qui se passe dans nos écoles pour imprégner notre jeunesse de la nécessité de fonder son jugement, ses convictions et avant tout ses connaissances sur les réalités scientifiques. Il y a aussi un support important qui, au fil du temps, a évolué, ce sont les médias. Malheureusement, il y a de moins en moins de journalistes scientifiques et on voit pas mal de papiers sur des questions scientifiques, techniques et pour ce qui nous concerne énergétiques et encore plus nucléaires, qui propagent des idées fausses ou qui avancent des opinions fausses qui sont des opinions et non pas des faits. Donc là encore, nous sommes à PNC attentifs pour essayer d'ouvrir le débat avec les médias dont nous avons chacun et chacune besoin pour vivre normalement dans un pays démocratique et libre. Mais encore faut-il que le fondement de l'information soit solide, partagé par la communauté scientifique internationale. C'est aussi une de nos missions. Parmi les actions que nous conduisons, nous produisons avec une petite et jeune équipe
des webinaires avec des conférenciers particulièrement compétents sur des questions qui touchent directement à la filière énergétique et en particulier à la filière nucléaire. Et tous les 2 mois, ce webinaire est disponible, bien sûr en accès tout à fait libre, pour apprendre, et nos conférenciers sont toujours de très bons pédagogues, pourquoi la filière est vitale pour notre pays, pourquoi elle est vitale pour sauvegarder le climat, et également pour notre avenir économique et social.